Bonjour. Bonjour Grégory, Mégane, bonjour. Où ça va vite? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Amélie. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bienvenue à cette webconférence. Hello. Voilà, deuxième webconférence de cette semaine de campagne de l'ADI contre le gâchis des talents. Alors les 14h28, on démarre à 14h30, donc voilà, contrairement à hier, on a eu un tout petit peu de retard. Aujourd'hui, on sera à l'heure. Donc dans 2 minutes, un peu moins de 2 minutes, on va pouvoir démarrer. En effet. Alors, je vois, est-ce que vous nous entendez bien? Super, super, super. Voilà, je sais que hier, il y a eu quelques soucis techniques. Certains participants ont rencontré des soucis techniques. Euh, alors, il semblerait que parfois, ça ne marche pas sous Chrome pour certains d'entre vous. Très sincèrement, je n'ai pas ce niveau de connaissance technique. Alors, il paraît que sur Firefox ou sur Opera, ça peut marcher. Donc, pour ceux qui ont les navigateurs, n'hésitez pas à tester. Au sujet du volume, bah, c'est toujours mieux si vous avez un casque ou bien des écouteurs. Ça sera toujours plus audible. Voilà, que puis-je vous dire d'autre? Merci Jean-François. Pour l'instant, je suis salarié, donc je n'ai pas accès aux formations Pôle emploi. Et en plus, vous vous rappelez, hein, la webconf de hier, elle disait qu'il fallait attendre 6 mois. Exactement, la carence. Donc, il est 14h30. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence lors de laquelle on va parler du parcours d'entrepreneur. Et je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Amélie Fievez, donc de Positive Planet, chargée d'accompagnement à Positive Planet. Bienvenue. Merci. Merci d'être là Bonjour avec à nous. tous. Donc, cette webconférence, hein, comme certains d'entre vous le savez, parce que il y a des fidèles voilà, participants, c'est un format d'environ voilà, 45 minutes, 1 heure à peu près, en fonction du nombre de participants et notamment le volume des questions qu'on va avoir, où on va vous faire une présentation. Et à la fin de cette présentation, ben, on passera sur la partie questions-réponses. Euh, la webconférence est enregistrée. Alors, je sais que je ne vous ai pas encore envoyé les supports de hier, mais j'attends le retour de l'animatrice de Pôle emploi afin que me donne son feu vert pour que je puisse envoyer la vidéo, parce que bon, bah, elle a aussi son droit à l'image. Et ça sera aussi pareil pour cette Tout à webconférence. fait. Voilà, où à l'issue de la webconférence, je communiquerai la vidéo à Amélie qui me donnera qui me fera son retour. Voilà, mais donc pas de souci, parce que là on va pouvoir aborder la question du parcours de l'entrepreneur. Et bah, Amélie, je te laisse Eh bien, on y va. présenter. C'est parti. Alors, aujourd'hui, la webconférence, c'est sur le parcours de l'entrepreneur. Vous allez voir en une demi-heure à peu près, 3/4 d'heure grand maximum, les étapes incontournables. On ne va pas rentrer dans le détail puisque cette conférence, dans ce cas-là, aurait pu durer 3 heures, mais on va vraiment parler de chaque étape que vous aurez à accomplir, à étudier pour avoir un projet stable, augmenter votre chance de pérennité et de rentabilité de votre entreprise. Donc nous avons un petit schéma là que vous devez voir qui est bien linéaire et bien coloré. Donc dans la vraie vie, ce chemin n'est pas si linéaire puisque vous allez voir que au fur et à mesure de votre réflexion et de votre avancée, vous ferez des allers et retours entre chaque étape.
Nous allons donc regarder ensemble comment on valide son idée, quels sont les besoins, les questionnements à avoir pour bien valider son idée. En faire une étude de marché, voir effectivement comment le marché accueille votre idée et votre proposition, et ainsi définir une stratégie commerciale. C'est pour ça que je vous dis que les allers-retours vont être nombreux. Par exemple, une fois que vous allez faire votre étude du marché, peut-être que vous allez revenir un petit peu sur votre idée, peut-être que vous allez la modifier, refaire une étude de marché, etc. Votre stratégie commerciale, ça va être comme le petit logo, là, comme le petit dessin, aller bien chercher votre cible clientèle et aller vraiment la toucher et aller réussir à la conquérir. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous arrivez à vos prévisions financières. Les prévisions financières, elles sont le reflet chiffré et financier de votre stratégie, de votre étude de marché, et elles doivent relativement bien découler et facilement découler des étapes que vous avez faites avant. Pareil, un petit aller-retour si jamais ces prévisions financières montrent que votre modèle n'est pas rentable à comme vous le souhaitez, vous allez revenir, retravailler votre stratégie commerciale, voir votre étude de marché. Une fois que toutes ces étapes sont faites, vous allez pouvoir choisir votre statut juridique. C'est une question que vous vous posez peut-être déjà, mais le statut juridique doit venir envelopper toutes ces étapes et d'avoir réfléchi un petit peu en amont, évidemment, des questions qui sont à se poser. Mais le statut juridique se choisit une fois qu'on a fait ses prévisions financières, puisque les prévisions financières vont peut-être faire en sorte que tel ou tel statut ne sera pas éligible ou ne sera pas le plus approprié. Une fois que vous avez bien monté tout ce projet-là, vous allez faire la recherche de financement si vous en avez besoin, et à ce moment-là, créer un projet qui sera bien présentable à un financeur, quel qu'il soit. Si vous avez votre financement, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos démarches d'immatriculation, vous installer et continuer votre aventure ou même démarrer votre aventure entrepreneuriale. Donc ces étapes, elles sont vraiment importantes pour ne pas se lancer juste parce qu'on a un client ou juste parce qu'on a une idée, mais vraiment construire quelque chose de solide pour ne pas faire partie des entreprises qui malheureusement disparaissent au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans. Il y en a beaucoup trop. Donc notre première étape, l'idée. L'idée, c'est de vérifier l'adéquation entre le porteur de projet et le projet, de faire un état et de se questionner. C'est très personnel, mais vraiment, on peut aussi faire appel à sa famille, à ses proches, pour avoir aussi leur ressenti. Mais l'idée, c'est vraiment de faire attention à ses motivations, ses points forts, ses points faibles. Il ne faut pas porter des œillères et ne pas se poser ces questions-là, parce que si vous avez une difficulté, si elle est présente avant votre projet, elle va s'avérer une fois que vous serez installé. Et à ce moment-là, malheureusement, vous ne serez plus en capacité ou ce sera beaucoup plus difficile de vous adapter puisque vous serez déjà lancé dans votre activité et ce sera du coup beaucoup plus dur de pouvoir rebondir. Donc l'idée, c'est vraiment de se questionner avant de se lancer et de faire vraiment un état. Si vous avez des points faibles, vous avez plusieurs solutions pour les pallier. Vous pouvez embaucher, vous former ou sous-traiter. Et vous allez voir forcément que ça va modifier votre business plan. Si vous avez besoin d'embaucher, par exemple, quand on ouvre un salon de coiffure, il faut avoir un brevet professionnel. Si on ne l'a pas, il faut embaucher quelqu'un qui l'a. Donc forcément, ça veut dire qu'on va devoir compter une masse salariale dans le prévisionnel financier. Donc vous voyez que toutes ces questions-là, elles sont primordiales. Vérifier qu'on n'ait pas de contraintes familiales, de contraintes technologiques, voilà, qu'on soit vraiment en phase avec son projet, c'est extrêmement important pour pouvoir continuer ou à ce moment-là partir en formation, faire éventuellement une immersion professionnelle auprès d'un professionnel, d'un dirigeant d'entreprise pour aller voir un petit peu aussi ce que c'est que l'envers du décor quand on fait face à une reconversion, on ne sait pas forcément tout ce qu'il faut faire quand on est dirigeant d'entreprise. Donc,
aller voir ce qui se passe avant de se lancer. Ça peut être une solution pour bien valider qu'on a tout en main pour pouvoir se lancer. Si vous avez validé à ce moment-là tout ce côté adéquation porteur de projet, vous allez faire votre étude de marché. C'est-à-dire que vous allez vérifier comment se porte le marché, qui attend votre produit, comment il est attendu, comment les concurrents aussi travaillent. Est-ce que c'est un environnement où il y a énormément de concurrents? Est-ce qu'au contraire, il y a très peu de concurrents parce qu'on a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée? Donc ça peut être une barrière à l'entrée économique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de fonds pour se lancer, ou des barrières technologiques aussi, ça peut exister. Il faut avoir une certaine technologie pour pouvoir lancer l'activité, etc. Ou alors, on peut avoir un marché qui est atomique, où il y a plein de petits acteurs qui sont déjà sur le marché, qui répondent déjà aux besoins de votre client. Et à ce moment-là, il faut réfléchir à comment vous allez vous positionner pour pouvoir faire en sorte de grignoter votre part de marché et avoir une offre qui va pouvoir satisfaire et séduire vos clients. Visualiser les tendances du marché, effectivement, regarder les évolutions technologiques. Donc là, on sera dans la petite bulle bleue environnement, l'environnement technologique, l'environnement réglementaire également, puisque vous allez avoir des lois, des décrets, des nouvelles dispositions qui peuvent être favorables à votre projet ou au contraire apporter des modifications qui peuvent être extrêmement importantes. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. On ne se lance pas dans une activité si on sait que dans 3 mois, il y a une évolution technologique qui fait que on va pas pouvoir suivre cette nouvelle tendance. Je pense que personne ne se lancerait actuellement dans la location de vidéos VHS. Hein. On s'aperçoit que, par exemple, l'évolution technologique a fait que il faut la connaître et être toujours en veille. Hein. Ce qu'on dit là sur l'étude de marché, c'est pour le lancement, mais c'est également tout au long de la vie de votre activité. Il faut bien sûr être en veille sur tout ce qui se passe autour, les nouveaux concurrents qui arrivent, mais aussi les nouvelles réglementations, une modification de l'environnement de votre marché qui pourrait faire que votre activité puisse être menacée. Rencontrer les acteurs des marchés, c'est aussi aller voir les fournisseurs. C'est très important. Les fournisseurs, ils vont vous apporter énormément d'informations sur les tendances, sur l'environnement, mais aussi sur leurs conditions. Comment vous allez devoir les payer? Est-ce que vous payez à la commande? Est-ce que vous payez à 45 jours? Quels sont les volumes qu'ils demandent? Par exemple, quand on veut créer une marque de vêtements, le fabricant, le façonnier demande parfois des centaines d'exemplaires. Est-ce que vous êtes en capacité de commander une centaine d'exemplaires à votre fournisseur? Et sinon, il faut trouver un fournisseur qui vous fera des petites séries. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses dont il faut parler avec les fournisseurs. Il faut avoir plusieurs fournisseurs également. Si vous avez un fournisseur qui vous fait défaut, il faut que vous puissiez en avoir un autre avec des coordonnées et que vous sachiez exactement ses prix, ses conditions de paiement, etc. pour pouvoir faire face si jamais il ne peut pas vous livrer vos matières premières ou vos articles que vous allez revendre. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, on va parler des clients. Ça me paraît évident, je le garde pour la fin, mais évidemment, ce n'est pas parce que c'est les moins importants. Au contraire, faire l'étude de marché auprès de sa clientèle potentielle, c'est primordial. Vous avez une idée, mais est-ce que ce que vous avez identifié comme besoin, est-ce qu'il répond aux besoins de votre client, de votre cible clientèle? Vous avez la meilleure façon de le faire, c'est d'aller faire un questionnaire client. Ce questionnaire client, si vous avez développé une communauté par les réseaux sociaux, vous allez pouvoir le diffuser. Vous avez des outils de sondage aussi sur Internet qui sont extrêmement pratiques, qui vont pouvoir vous permettre de faire une petite dizaine de questions, les envoyer, alors à votre famille et à vos proches éventuellement, mais il faut aussi avoir des avis peut-être un peu plus
objectif. Et à ce moment-là, si vous êtes dans des réseaux sociaux, Facebook, club privé, Instagram, etc., vous avez la possibilité d'avoir un vivier de clients potentiels à qui vous pouvez poser vos questions et voir un petit peu les attendus de votre clientèle. Il y a un outil qui est très pratique. Alors, un nom d'outil, j'en ai. Je ne sais pas s'il y a un copyright ou si je peux le dire. Tu peux le dire. Donc, il y a Google Forms qui est très, très pratique, qui permet après de vous faire des statistiques. Donc, ça, c'est très, très, très pratique. Après, il y a Monkey Survey aussi, qui est pas mal. Voilà, donc ça en fait déjà deux. Je pense que c'est déjà bien pratique. Et puis, Survey Monkey, oui, c'est ça. Et du coup, le principe, c'est vraiment d'aller poser des questions pour définir les freins, les attentes, les besoins de votre clientèle. On appelle ça un persona, c'est-à-dire que vous allez faire la personnification de votre client idéal. Voilà, donc vous avez défini qui était votre client idéal. Vous pouvez faire ce qu'on appelle votre proposition de valeur, c'est-à-dire définir ce qu'il attend, quels sont ses freins et comment vous allez répondre à ces freins et à ces attentes. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous allez pouvoir définir votre positionnement. Votre position... Ah oui, non, pardon. Les sources d'information, effectivement. Donc au niveau macroéconomique, donc là c'est pour le marché en termes vraiment général, pour voir un petit peu les études économiques existantes. Vous avez les études XERFI, vous avez l'INSEE, bien sûr, qui est l'Institut national des statistiques. Donc, quoi de mieux que d'aller directement à la source pour avoir les informations. Eurostat. Vous avez aussi tout ce qui est les syndicats, organismes représentatifs de votre métier, la presse professionnelle aussi qui parle de votre activité, c'est les réseaux sociaux, encore une fois. Donc là, vous allez vraiment pouvoir aller chercher les tendances, les attentes, les acteurs, etc. Vous avez également sur le site BPI Création, qui est une mine d'informations, vous avez les dossiers qui s'appelaient avant dossiers projecteurs, qui sont remis à jour régulièrement et qui parlent d'activités. Enfin, ce sont des dossiers qui sont par thème d'activité. Donc, en fonction de votre activité, vous avez la possibilité d'aller consulter, enfin acheter, télécharger, c'est pas très cher, c'est de l'ordre de 16 euros, ces dossiers projecteurs, mais dedans, vous avez énormément d'informations et de liens qui peuvent vous permettre de continuer vos recherches. Donc ça, c'est vraiment pour le côté très, très large de la de l'étude de marché. Vous avez la possibilité, alors je pense qu'on n'a pas que des Parisiens, voilà. Donc, sinon, dans certaines bibliothèques, vous avez la possibilité, je pense, de récupérer les documents dont je viens de vous parler. À la Cité des métiers, oui. Alors, c'est vrai que moi, je travaille à Paris, désolée. Je ne connais pas les autres bons plans, mais je pense qu'à votre chambre de commerce et d'industrie, à la chambre des métiers et de l'artisanat, etc., ils doivent être de bons conseils pour vous dire comment et s'il y a des endroits où vous pouvez trouver tous ces dossiers-là. Voilà, donc aux bibliothèques aussi peut-être. Donc voilà, tout ce qui est CCI, etc., ça devrait pouvoir répondre à vos attentes. Au niveau microéconomique, donc là, on va vraiment enquêter sur votre projet, vraiment le développement de votre projet très concrètement et très précisément. Donc, on a dit l'enquête terrain auprès des concurrents, ça c'est quelque chose d'important. Voir un petit peu ce qu'ils font. Vous avez maintenant les sites internet qui vous permettent d'aller voir et d'aller un peu espionner ce qui se pratique par vos concurrents. Faire un client mystère, c'est une grande source d'information également. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment ils vous reçoivent, quels sont leurs tarifs, si c'est par exemple quelque chose qui se fait sur devis, demander un devis fictif.
récupérer les plaquettes tarifaires. Voilà, donc tout ça, c'est un moyen de voir ce qui se fait, ou demander à des amis de faire le client mystère, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, ou questionner des amis qui ont déjà eu affaire à vos concurrents. Après, il y a tous ces moyens détournés, mais il y a aussi la discussion qui peut être un moyen très intéressant. Ils ne vont pas tous vous dire non. Il y en a qui seront peut-être très, très agréablement surpris de votre démarche et qui voudront bien parler de leur activité. Surtout si vous le faites lors d'un voyage, par exemple, vous êtes à l'autre bout de la France par rapport à votre projet d'implantation. À ce moment-là, vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait la même activité ou qui fait une activité à peu près similaire, mais dont vous ne serez pas un concurrent direct, puisque vous aurez quelques centaines de kilomètres d'écart. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les concurrents. Il ne faut pas se freiner, on peut y aller, puisqu'effectivement, à part un non, il ne risque pas de vous faire beaucoup de mal. Enquêter auprès des clients potentiels, donc analyser les attentes, faire une observation directe, faire des tests également. Si vous avez la possibilité de tester votre produit ou tester votre activité, si vous lancez une nouvelle gamme, peut-être faire un croquis sur vos réseaux sociaux, etc. Ça peut être vraiment une source d'information importante. Et puis, donc, l'enquête auprès des fournisseurs, on en a parlé, les prix d'achat, mais aussi les conditions financières, les règles de la profession. Tout ça, c'est extrêmement important pour bien définir votre projet. Et donc là, on arrive au positionnement stratégique. C'est-à-dire que vous allez définir comment vous allez être le petit poisson orange doré là, qui se démarque des concurrents qui sont tout gris et qui ne donnent pas envie à votre client de venir. Voilà, vous devez être celui qui donne envie. Donc le positionnement stratégique, c'est un choix stratégique qui cherche à donner à une offre une position crédible, différente et attractive au sein d'un marché et dans l'esprit des clients. C'est-à-dire que votre client, il doit savoir pourquoi il vient vous voir. Il doit avoir dans l'esprit un repère de votre offre. Il sait quel est votre positionnement prix, quelle est la nature et la gamme de votre offre. Est-ce que vous êtes en gamme moyenne qualité, en luxe, peu importe votre projet, mais en tout cas, il faut que le positionnement soit clair pour votre client et qu'il sache ce qu'il va venir chercher chez vous. Tout cela va vous permettre de faire vos prévisions financières. Faire les prévisions financières, c'est dans un premier temps pour vous. Souvent, les porteurs de projets pensent que c'est pour les financeurs. Oui, bien sûr, mais pas que. Il faut que vous arriviez à prendre du recul sur votre projet. Vous avez ce projet-là depuis des mois, des années en tête, vous y pensez peut-être jour et nuit. Là, l'idée, c'est de le poser et de poser le chiffrage de votre projet et de vérifier qu'il est rentable et qu'il vous apporte la rémunération qui vous semble nécessaire sur cette activité, si c'est une activité principale ou si c'est une activité secondaire, etc. On n'a pas tous les mêmes critères et c'est à vous de voir si ce projet-là vous convient. Et donc, les prévisions financières que vous allez faire avec un comptable, avec un réseau d'accompagnement ou avec des personnes de votre entourage qui peuvent vous aider, ou vous-même si vous avez la capacité de faire des prévisions financières. De toute façon, ce sont vos chiffres. C'est à vous de réfléchir et de connaître vos prévisions financières. Elles vont servir aussi à être outillées, non seulement vis-à-vis d'un financeur, mais aussi pendant la vie du projet. C'est à vous de piloter votre activité. Donc, connaître ces prévisions financières, c'est savoir les expliquer et savoir les faire vivre. Si 6 mois après ou 3 mois après le lancement,
vous vous apercevez qu'il y a une modification de votre prix de revient ou que votre prix de vente n'est pas aligné avec le prix du marché et que vous voulez le faire évoluer, il faut bien que vous connaissiez vos prévisions financières. Donc vraiment, prenez-le pour vous, ne le négligez pas. Vous n'avez pas de boule de cristal. Un financeur ne vous demandera pas d'avoir la science infuse ou d'avoir des dons divinatoires. Ce qu'il vous demandera, c'est de connaître, c'est de savoir l'expliquer et que ce soit cohérent et réaliste. C'est-à-dire que si vous lui expliquez comment vous avez calculé vos prévisions financières, votre chiffre d'affaires, vos charges, euh, peut-être que ça se réalisera, peut-être que ça ne se réalisera pas à hauteur des chiffres que vous aurez prévus, mais en tout cas, vous saurez expliquer comment vous avez pu les définir. Prévoir sa rémunération, ses charges, bien sûr. On sait, puisqu'on a bien travaillé son modèle économique, on sait si on a un loyer, on sait si on a du, du personnel, on connaît son coût de revient, on connaît ses charges externes. Donc à ce moment-là, on sait comment c'est le niveau de ses charges et donc on sait aussi combien on doit avoir de chiffre d'affaires et on peut piloter aussi son activité. Évidemment, les prévisions financières servent à planifier le financement de son projet. Donc, le financement de son projet, là, c'est bien pour les investissements. Donc, pour rappel, les charges, c'est ce qu'on paye tous les mois, le loyer, l'électricité, l'eau, le personnel, etc. Les investissements, c'est tout ce qui va être durable dans l'entreprise. Donc, c'est ce que vous allez garder tout au long des exercices de votre entreprise et que vous allez réutiliser. Ça peut être un véhicule, ça peut être de l'outillage, du matériel. Voilà. Donc ça, il faut le quantifier, connaître les montants, faire des devis et à ce moment-là, pouvoir montrer à son banquier aussi la nature, à son financeur plus largement que le banquier, mais montrer un petit peu ce qu'il va, sur quoi il va financer et savoir vous aussi si vous avez la capacité de financer seul ou s'il faut que vous alliez chercher des financements ou des aides. Et donc, ces prévisions financières permettent de justement aller mobiliser les aides et les partenaires. Une fois donc que vous avez pu faire tout ce travail-là, qui, je le répète, est parfois un petit peu en dents de scie ou en aller-retour plus précisément, puisque là, on pourrait très bien se rendre compte que son business model n'est pas suffisamment rentable et qu'il faut réfléchir à son positionnement, à ses charges, etc. En tout cas, une fois que vous avez bien travaillé tout ça, vous allez pouvoir faire votre choix de statut juridique. Le statut juridique, il est personnel. C'est à vous, vous pouvez évidemment prendre conseil, je le recommande fortement, mais chaque situation, chaque projet a son propre statut juridique. Vous en aurez un qui va se définir, qui va un peu se préciser en se posant les questions. Donc là, on en a mis, c'est pas exhaustif, mais l'idée, c'est vraiment que vous vous posiez les questions sur ce que vous allez créer comme activité. Donc déjà, quels moyens financiers je mets dans mon activité? Si on met un apport conséquent, il faut réfléchir à est-ce que il faut que cet apport soit visible dans le modèle juridique que je mets en œuvre. Les perspectives de développement. Si on se met en micro-entreprise, ça peut être tout à fait adapté pour certains projets et certaines opérations. Mais si on prévoit de faire entrer un associé ou si on s'aperçoit très vite par les prévisions financières qu'on a faites juste avant que le plafond de la micro-entreprise est dépassé au bout de 6 mois ou un an, est-ce que ça vaut le coup de commencer en micro-entreprise et d'avoir à changer? Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posiez. Et puis, les statuts juridiques vont entraîner une certaine protection sociale et une imposition particulière. Donc là, les questions, elles sont extrêmement personnelles puisque les questions vont être
Est-ce que je suis mariée, pacsée, en union libre, célibataire? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe travaille? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a une protection sociale? Donc, je rappelle que la protection sociale, c'est la santé, la retraite, la maternité. Donc, tout ça, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai des enfants à mettre sous ma protection sociale, etc. Certaines activités réglementées ne permettent pas non plus d'ouvrir une activité sous tel ou tel statut. Hein. On a des activités qui obligent à ouvrir ce qu'on appelle une personne morale, par exemple, etc. Donc, ces questions-là, plus votre business model et vos prévisions financières, doivent vous permettre de faire le choix de votre statut juridique qui sera le plus adapté à votre activité. Là, on a fait un petit focus qui est extrêmement important sur la différence entre personne physique, PP, et personne morale. On a fait ce focus-là parce qu'il faut bien intégrer la différence. C'est un risque juridique qui est énorme. Les entreprises individuelles, c'est-à-dire les personnes qui ont une activité économique sous leur personne physique, n'ont pas du tout les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que celles qui seront en personne morale. Donc les personnes morales, c'est tout ce que vous connaissez en SARL, SA, SAS, etc. C'est-à-dire qu'elles ont leur propre identité juridique, elles sont dissociées de votre personne personnelle, de votre personne physique. Et dans ce cas-là, vous allez voir dans la petite slide suivante que les patrimoines et les obligations sont séparées et qu'il faut faire attention. Donc, personne physique, je rappelle, c'est tout ce qui est entreprise individuelle. Donc, dans l'entreprise individuelle, on a la micro-entreprise. Hein. La micro-entreprise est une forme spécifique des entreprises individuelles. Et les personnes morales, bah là, vous avez quelques exemples pour bien voir à quoi ça correspond. Donc, c'est tout ce qui est SARL, SAS, etc. Voilà. Quand on est en personne physique, donc sur notre première ligne, là, le patrimoine de la personne et le patrimoine de l'entreprise sont confondus. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser votre véhicule tant le week-end que pour aller sur votre chantier ou travailler, etc. Par contre, si vous créez une entreprise qui a sa propre personnalité morale, elle va avoir son patrimoine, elle va avoir donc son immobilier, son argent, etc. Donc, on ne prend pas de l'argent sur le compte de la société comme ça. On n'a pas le droit. Il faut qu'il y ait une contrepartie formalisée. Donc, ça peut être un procès verbal de rémunération, ça peut être un remboursement de frais, ça peut être... il y a plein de solutions. Là, votre comptable sera tout à fait à même de répondre à ces questions. Mais en tout cas, on ne prend pas 10, 20 euros comme ça pour sa sortie, ou on ne prend pas le véhicule pour pouvoir partir en week-end. Donc là, on est bien en entreprise, personne morale avec des patrimoines séparés. Ah, j'ai mon slide qui n'arrive pas. Voilà, ça y est. Voilà, donc comme je vous ai dit, les statuts juridiques vont entraîner une certaine imposition et une certaine couverture sociale. Donc là, c'est à l'heure actuelle, il y a beaucoup de changements, donc on prend vraiment les choses à aujourd'hui. Mais il faut aussi que vous soyez en veille sur tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de changements et de modifications. Donc, c'est à vous aussi de bien être présent sur toutes les newsletters, de vous abonner, etc., sur tous les sites pour avoir les informations parce que ça bouge beaucoup.
vous avez deux statuts différents de régime social. Vous avez ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, et vous avez les assimilés salariés ou les AS. Donc, un dirigeant d'entreprise n'est jamais salarié parce qu'il n'a pas de contrat de travail, de rapport de hiérarchie avec qui que ce soit. Il ne paye jamais l'assurance chômage, il n'a pas de cotisation chômage, puisqu'il ne touche pas le chômage si jamais son activité venait à s'arrêter. Je parle à aujourd'hui 8 octobre, puisqu'il y a des évolutions qui pourraient arriver. Quand vous êtes TNS, travailleur non salarié, donc c'est dans le cas où vous êtes en entreprise individuelle, en EURL ou EIRL, puisque là vous êtes seul associé, donc vous avez 100% du capital, ou en SARL quand vous êtes gérant majoritaire, ça veut dire que vous avez plus de capital que vos associés. À ce moment-là, vous avez votre régime social qui est celui du TNS. Donc, on ne va pas rentrer dans les modalités de calcul puisque ça dépend de beaucoup de choses, de la comptabilité, etc. Donc, la comptabilité, c'est un chapitre qui est énorme, mais il faut savoir effectivement qu'on a un coût modéré qui est de l'ordre de 45% sur la rémunération. Donc, n'ayez pas peur, 45%, ce n'est pas énorme. Ça a l'air, mais en fin de compte, vous allez voir, en assimilé salarié, c'est un peu plus. Par contre, il faut vraiment se renseigner parce que tout le monde n'est pas sur la même couverture sociale en fonction de la nature d'activité. Donc, il se peut que vous n'ayez pas d'indemnité journalière ou pas de congé maternité. Bon, c'est pareil, ça évolue en ce moment énormément. Il y a eu beaucoup de modifications. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment se poser des questions pour faire son choix de statut juridique et on ne pourra pas vous donner une réponse là de but en blanc en disant telle activité, c'est tel statut. Non, c'est vraiment votre situation personnelle, familiale, qui va faire que vous pourrez choisir tel ou tel statut. Dans l'entreprise individuelle, comme on a dit tout à l'heure, il y a la micro-entreprise. Donc là, le calcul est un petit peu particulier. On a un slide qui l'explique après. Mais il faut avoir à l'esprit qu'un micro-entrepreneur, c'est un travailleur non salarié. Vous pouvez faire aussi des assurances individuelles au niveau du TNS, puisque les assureurs proposent des garanties qui permettent de combler les problèmes d'indemnité journalière, par exemple. Et en plus, il y a un avantage fiscal à le faire, puisque c'est ce qu'on appelle la loi Madelin, qui apporte un avantage fiscal dans les cotisations des assurances volontaires des entrepreneurs sous régime de TNS. Au niveau des assimilés salariés, donc je vous disais que 45%, c'est pas beaucoup, parce que là, on va être plutôt à 80%. Mais 80%, c'est ce que votre salaire en tant que salarié du privé subit, mais c'est assez transparent. Sauf que là, si vous êtes entrepreneur, vous le voyez un petit peu plus puisque vous payez les cotisations patronales et les charges et les cotisations salariales. Donc, c'est de l'ordre de 80%. Et donc, vous êtes assimilé salarié quand vous êtes gérant minoritaire d'une SARL. Donc, une SARL, c'est une société avec avec au moins deux associés, une SAS et une SASU. Donc, la SASU, c'est la SAS avec un seul associé. Et à ce moment-là, vous êtes assimilé salarié. Donc, vous avez une couverture sociale qui est effectivement plus importante, puisqu'elle est équivalente à celle des salariés, bien que celle des TNS tend à s'améliorer à l'heure actuelle. Un formalisme plus lourd, puisqu'il faut des fiches de paye, il faut les déclarations annuelles, etc. Donc, vous avez des frais de comptabilité qui sont un petit peu plus importants quand vous êtes sous ce formalisme. Par contre, si vous n'avez pas de rémunération, vous n'avez pas de cotisation, donc pas de minimum à verser, mais pas de couverture.
Voilà, donc il faut voir si, on en parle un petit peu après, vous avez des indemnités de Pôle emploi, par exemple, qui font que vous avez une couverture sociale éventuellement par ailleurs. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit tableau très succinct et récapitulatif qui est juste pour donner les grandes lignes et que vous voyez bien un petit peu l'importance du choix et surtout des questions à se poser avant de faire le choix. On fait notre petit zoom sur la micro-entreprise, puisqu'effectivement, là, il y a une petite spécificité, puisque le taux de cotisation de la micro-entreprise, des cotisations sociales de la micro-entreprise, se fait sur le chiffre d'affaires. Là, vous avez les taux avec l'exonération ACRE qui est en train d'être revu éventuellement. On attend de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une semaine, 10 jours, il était prévu que cette exonération soit moins forte qu'elle n'est présentée sur mon tableau. Donc, toujours pareil, ce sont les taux à aujourd'hui, 8 octobre. Donc, le taux de cotisation, vous voyez, en fonction de la nature d'activité que vous allez faire, augmente par tous les 4 trimestres pour arriver à un taux plein au bout de 3 années à peu près. Ça dépend des trimestres entamés, mais vous avez un taux de cotisation qui est progressif puisque là, c'est avec l'ACRE. Et ce taux, il est appliqué sur votre chiffre d'affaires. L'encart bleu vous rappelle les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de ce statut-là, enfin de ce régime-là, pardon. À savoir que c'est au prorata temporis, c'est-à-dire qu'il faut que vous comptiez le nombre de mois de l'année sur la première année pour vérifier que vous ne dépasserez pas le seuil de chiffre d'affaires qui est réglementaire. Mais il y a des tolérances, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Si vous avez besoin, BPI Création, vous avez les seuils de tolérance de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Donc là, voilà, vous avez déjà votre projet qui a beaucoup avancé puisque vous avez défini votre offre, votre business model, vous avez fait vos prévisions financières, vous avez choisi votre statut juridique qui entraîne votre fiscalité et votre protection sociale. Donc, vous savez comment se formaliserait votre projet. Il reste à aller éventuellement chercher les financements. Vous avez fait l'état de vos investissements, vous avez peut-être la capacité de le faire sur fonds propres ou pas, mais si vous avez besoin d'aller chercher les financements, on vous a mis, alors là c'est un petit mélange en fait entre les aides et les financements. Ça nous paraît important de mettre ça en global parce que c'est tout ce qui facilite votre création d'activité. Donc, vous avez la possibilité de demander l'ARS. Donc, l'ARS, c'est le fait de demander vos indemnités Pôle emploi, de les débloquer si vous êtes inscrit à Pôle emploi. Vous débloquez 45% du reste de votre enveloppe d'indemnités Pôle emploi. C'est 22,5% qui sont versés à la création de l'activité et 22,5% qui sont versés 6 mois après la création de l'activité. Charge à vous de montrer que votre entreprise est toujours en activité. Les 55% ne sont pas perdus, ils restent dans votre enveloppe si vous devenez à nouveau éligible aux indemnités Pôle emploi. Voilà. Donc l'ARS, ARCE, c'est ce déblocage de fonds. Mais ça veut dire que vous ne touchez plus vos indemnités tous les mois. C'est voilà, un versement de vos indemnités en 2 fois. Sinon, vous avez la possibilité de garder vos indemnités Pôle emploi, l'ASS, l'ARE, pardon. On se perd un peu dans toutes ces abréviations. Donc, vous avez la possibilité de les conserver sous certaines conditions. Le RSA aussi, le RSA d'activité, si jamais votre activité ne vous permet pas d'avoir une rémunération suffisante. Voilà. Donc, tout ça, c'est sous certaines conditions. Il faut les vérifier. Et c'est pour ça que les prévisions financières sont extrêmement importantes,
puisque en fonction du niveau de rémunération que vous allez pouvoir projeter dans vos prévisions financières, vous saurez si il faut que vous fassiez un maintien des indemnités, une demande d'ARS, etc. Dans les aides, vous avez l'ACRE, dont je viens de parler pour la micro-entreprise, mais qui n'est pas réservé à la micro-entreprise. C'était l'ACRE avant, donc voilà, il n'y a plus le premier C, c'est-à-dire que c'était ACCRE et c'est maintenant ACRE, puisque ce n'est pas réservé qu'aux porteurs de projets qui sont inscrits à Pôle emploi. Tout entrepreneur depuis le 1er janvier 2019 à l'ACRE, nouvelle formule, sans faire de documents spécifiques ou de formulaires spécifiques. Et c'est 1 an pour toutes les formes sociales et entreprises individuelles non micro-entrepreneurs. Et c'est 3 ans, donc c'est le fameux petit tableau de cotisation qu'on a vu juste avant, 3 ans d'exonération partielle des cotisations sociales. Donc c'est une aide puisque ça vous permet d'améliorer votre trésorerie et votre rentabilité sur les 3 premières années, qui sont quand même 3 années difficiles de lancement. Mais il faut bien comprendre et même peut-être faire des prévisions financières avec un taux à 100%, ce qui permet de bien vérifier qu'on a une rentabilité, même si on était assujetti à 100% de cotisation sociale. Vous avez les prêts d'honneur. Donc là, les prêts d'honneur, vous avez l'ADI, hein, on est chez eux aujourd'hui, donc on va parler d'eux. Non, c'est un ou le premier financeur en prêts d'honneur et microcrédit. Donc pour des projets qui sont là jusqu'à 10 000 euros de crédit, donc un plan de financement qui ne doit pas dépasser, je crois, dans les 20 000 euros. C'est ça, voilà. Ça va, j'ai bien appris avant de venir. Vous aurez donc une partie prêt d'honneur à taux zéro et une partie en microcrédit avec un taux d'intérêt et une demande de garant sur cette partie microcrédit. Donc, c'est un gros avantage. Le prêt d'honneur, il y a aussi PIE pour Paris, oui, je sais, encore Paris. Sinon, ce sont les réseaux France Initiative et Active France qui d'autres en fait. Il faut voir, c'est par département, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir des prêts d'honneur. Donc, ce sont des prêts qui peuvent aller même parfois jusqu'à plus de 30 000 euros en création d'activité, qui sont à 0%, mais qui sont toujours en complément d'un prêt bancaire. Donc, c'est toujours une partie, c'est pour augmenter votre apport, puisque la banque peut considérer cela comme un apport ou un quasi-apport, puisque ce prêt, il est fait à la personne physique, au porteur de projet, et non pas à l'entreprise. Donc, c'est versé quand même à l'entreprise, puisque c'est pour le projet de l'entreprise, mais l'emprunteur, c'est vous, personne porteur de projet. Le microcrédit, donc on l'a dit, là ça va être donc pour des projets un petit peu plus petits, pour des investissements que les établissements bancaires ont plus de difficultés à financer, donc voilà, plus des choses immatérielles. Pour du démarrage, pour des montants où la banque effectivement n'irait peut-être pas, etc. Et puis, excusez-moi, une petite tolérance aussi pour les personnes qui ont eu des incidents de parcours. Donc voilà, ça peut être aussi une solution pour des personnes qui sont fichées, voilà. Mais pas que. Vous avez en aide et financement les subventions. Donc la subvention, contrairement au prêt, ce n'est pas remboursable. Hein, c'est versé pour le projet, mais il n'y a pas de remboursement de prévu. Vous avez la GFIP qui verse une subvention si le projet est bien en cohérence avec l'invalidité ou le handicap du porteur de projet. Donc il y a un dossier très très spécifique et bien complet à faire. Les primes pour les moins de 26 ans, elles sont toujours sur le papier. Maintenant, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? C'est à vérifier.
Et puis, vous avez tout ce qui est concours. Alors là, il faut vraiment, vraiment avoir les yeux ouverts. Vous avez, en fonction de vos activités, des concours et des fondations qui vont pouvoir vous apporter des dotations parfois très importantes. Donc là, vous avez des grandes entreprises, des plutôt multinationales qui ont des fondations, souvent avec un thème. Donc il y en a, ce sera l'entrepreneuriat des femmes, d'autres ce sera l'éducation, d'autres ce sera l'inclusion numérique, etc. Donc en fonction de votre projet, c'est effectivement très intéressant d'avoir les yeux ouverts et de regarder un petit peu ce que font les fondations et de répondre à des concours. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est une manière d'avoir une notoriété, d'avoir une visibilité extrêmement importante, puisque vous allez avoir la remise de prix, vous allez être dans toute la communication de la marque, etc. Donc c'est vraiment très important. Et puis un peu d'argent aussi à la clé, donc il ne faut pas bouder son plaisir. Les autres participations financières, donc le crowdfunding, j'ai pas très bien écrit, mais crowdfunding, donc là, tout le monde connaît, ou presque, puisque c'est complètement en essor et en gros, gros développement. Donc là, ça va être des réseaux, donc il en existe plusieurs. Parfois, il y en a qui ont aussi des thématiques. Il y en a qui seront spécialisés dans l'économie sociale et solidaire. Il y en a qui seront plus dans les activités de ce qu'on appelle l'économie réelle, donc plutôt le commerce, etc. Mais le crowdfunding, ce sont des plateformes pour aller chercher les financements du particulier, de vos réseaux et du réseau qui va s'étendre comme ça. Donc, c'est un moyen de financer par différentes façons. Vous avez tout ce qui est prévente, vous avez du don, vous avez du prêt. Donc, voilà, ils ont plusieurs solutions. Mais en tout cas, le principe est le même, c'est d'aller utiliser les réseaux pour aller chercher des fonds. Et pareil, c'est aussi un moyen de faire connaître son projet, d'aller chercher un petit peu le retour client, voir un petit peu, tester un peu son activité, son projet. Donc, double fonction, le financement et tout ce qui est communication, c'est extrêmement important. Les business angels, donc les business angels, ce sont des investisseurs qui ont des avantages fiscaux à venir apporter des fonds dans des entreprises d'innovation. On est souvent là, pas forcément en création d'entreprise, mais plutôt sur des entreprises qui ont déjà 3, 6 mois, 1 an, etc. Donc ça peut être vraiment une formidable opportunité pour passer à l'échelle suivante, changer d'échelle, pardon, j'avais perdu le terme. Donc pour changer d'échelle sur une start-up qui veut se développer, les business angels vont être là logiquement pour le projet et apporter les fonds nécessaires. Vous avez les garanties bancaires qui facilitent l'obtention du crédit bancaire, puisque vous avez les mêmes organismes que tout à l'heure qui permettent de se porter caution sur votre projet pour pouvoir apporter une garantie supplémentaire à la banque. Et puis, vous avez les parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, Positive Planète, l'ADI aussi, a un parcours d'accompagnement à la création d'entreprise. Ce sont des parcours qui sont, pour les nôtres, gratuits ou pris en charge par le Fonds social européen ou par votre congé personnel de formation, compte personnel de formation, pardon. Mais vous avez voilà, des accompagnements gratuits, il en existe plusieurs. Il y en a qui sont payants, mais peu. Il y en a qui ne le sont pas. Mais en tout cas, c'est une grande aide. Et sachez que les entreprises qui sont accompagnées ont plus de chances de passer ces fameux caps. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de trouver le vôtre, celui qui vous correspond, et d'aller bénéficier de ces accompagnements qui sont pour la plupart pris en charge par le Fonds social européen, en tout ou partie, mais en règle générale, il y a une partie plutôt modique qui reste à la charge du porteur de projet. Voilà le parcours. Moi, je vous présente juste Positive Planète. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Nous avons 39 points d'accueil sur toute la France,
avec cette particularité d'être dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc nous nous implantons dans les quartiers prioritaires de la ville, quartiers politiques de la ville. Nous avons un système d'accueil et de parcours individuel, des ateliers collectifs. Nous avons aussi une formation en 70 heures qui peut être prise en charge par votre compte personnel de formation. Et puis des espaces de coworking dans nos antennes qui ont les locaux qui le permettent, un club des positiveurs pour faire du réseau, pour être ensemble, pour discuter, des événements networking, pour ne pas se sentir seul aussi dans le parcours de l'entrepreneuriat. Et du mentorat post-création, donc nous avons des bénévoles mentors qui sont des anciens chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise en activité, qui sont là pour accompagner nos porteurs de projets après la création, pour ne pas les laisser tout seuls, bien sûr, une fois qu'ils ont lancé leur activité. Voilà, donc vous avez notre site internet, vous avez nos contacts, et sur notre site internet, bien sûr, vous avez les coordonnées de toutes nos antennes, puisque vous avez des antennes partout en province, voilà, sur le territoire national, et, à Paris, etc. Voilà, j'espère que ça a été clair et instructif, et j'attends vos questions. Super, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de répondre à quelques questions à côté, hein, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Merci pour vos remerciements. Alors moi, j'avais noté... alors, il y avait une question que j'ai trouvé intéressante. C'était une question de Rémi. Alors, c'était tout début, sur notamment lorsque tu présentais, Amélie, le dossier et qu'il fallait présenter à la banque. Et Rémi demandait, est-ce qu'il y a des exemples de questions pièges que le banquier peut poser? Alors, déjà, il va regarder les étapes qu'on a dit, ça c'est sûr. Il va vérifier votre adéquation. Donc, effectivement, les questions pièges, ça peut être quelqu'un qui veut ouvrir une boulangerie et qui n'a pas le diplôme de boulanger. Bon, oui, ben, si votre boulanger, il vous fait faux bon. S'il ne vient pas un matin, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, par exemple. Bah là, il faut savoir, en fait, il faut que vous ayez les réponses de tous les points un petit peu faibles de votre dossier. D'accord. Parce qu'une question piège d'un banquier, normalement, il n'est pas là pour vous piéger, mais bon, disons, ça va être, excusez-moi, je lis un peu. Les questions pièges, vous ressentirez ça comme une question piège que si vous n'avez pas pu l'anticiper, en fait. D'accord, effectivement. Voilà. Ok, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Frédéric, Jean-Michel. Oui, Frédéric. Alors, Positive Planet n'est pas dans le parcours entrepreneur #leader, effectivement. Vous avez un site, donc ça c'est région Île-de-France. Vous allez pouvoir trouver le réseau sur le site. Vous cherchez sur votre moteur de recherche, il n'y a pas de souci. On n'est pas encore à Bordeaux. Bon, on veut bien, donc pourquoi pas. Non, on n'est pas très riche dans le sud-ouest. Voilà. Alors, les pépinières d'entreprise, effectivement, on n'en a pas trop parlé. C'est une alternative à la création d'activités, mais le parcours est le même. Vous ferez ce choix au moment du statut juridique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est plutôt dans l'idée, je veux tester, mais je ne suis pas encore très sûre, je ne veux pas prendre, enfin, je n'ai pas le temps aussi de m'occuper de tout ce qui est gestion, communication, enfin voilà. Et du coup, je commence en pépinière ou en couveuse. Donc la couveuse, ça a souvent un certain délai, 6-8 mois, 1 an, etc. Et ça peut permettre effectivement de lancer, de tester, de lancer, voilà. Après, ça peut être aussi une manière de... Vous avez le portage salarial aussi pour toutes les activités plutôt consulting ou bien-être, etc.
sans prendre de local, etc. Ça peut être aussi, le portage salarial peut être aussi une alternative à la création d'activités, mais ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter, on ne peut pas prendre de local. Donc voilà, c'est vraiment des systèmes qui sont différents, qui vous permettent d'être indépendant dans votre politique et votre stratégie, et vous n'avez pas de supérieur hiérarchique, et c'est peut-être une des premières motivations des porteurs de projets. Donc tout ça, ce sont des alternatives que vous pouvez tout à fait étudier, qui ont des avantages et des inconvénients, comme l'entrepreneuriat a des avantages et des inconvénients. Il y avait, parce que là du coup, tout le monde sur cet accompagnement Positive Planète, donc pas à Bordeaux pour le moment. Non. Rhône-Alpes. Oui, on a. Alors, je suis pas très bonne en géographie. J'aurais dû réviser avant de venir. Vénissieux. Oui, ouais, juste à côté de Lyon. Okay. Parfait. Lyon, je crois même. Ouais, voilà, on est dans un collectif à Vénissieux, donc où il y a, je crois, la DI d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis d'autres partenaires de l'entrepreneuriat. Le principe de tous les acteurs, vous voyez, c'est aussi de travailler tous ensemble. Merci pour le site, génial. Je vois qu'on nous fait de la pub. Donc effectivement, l'idée c'est un peu, si on ne correspond pas à votre besoin, on va vous orienter vers un partenaire qui va plus répondre et pouvoir plus facilement être là pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, et puis il y avait deux autres, il y avait à Reims en Champagne. Je crois pas. Non, et dans le Nord. Oui, je crois qu'on a Lille, Roubaix, donc pour faire. Ouais. Et après, plus à l'ouest, on a Le Havre, qui est une de nos premières antennes, donc même peut-être la première antenne. Donc voilà. Bon, avec super. un très beau forum sur l'économie positive qui vient de se dérouler. Donc, puisqu'on est ambassadeur de toute l'économie positive, et on essaye d'œuvrer aussi au changement dans les esprits des entrepreneurs. Alors, il y a une question qui revient souvent et qui a été posée là à l'instant, c'était ce fameux décret, ou en tout cas cette idée qu'a eu le gouvernement de déposer un décret concernant donc les modifications pour l'exonération des cotisations sociales. Oui, alors on n'avait rien entendu, on n'a rien vu venir, aucun des réseaux ne s'y attendait. Il faut savoir que donc l'ACRE A2CRE n'existait plus et avait donc été étendu, ouvert à tout entrepreneur, alors qu'avant c'était que sur des personnes qui avaient certains critères d'éligibilité. Donc on était plutôt dans une phase où ça s'ouvrait à tout le monde. Et là, une réduction des taux. Enfin, une réduction de l'exonération, donc une augmentation des taux. Oui. Ça a été un peu la surprise. A priori, le décret a été annulé. Oui. Donc, voilà, on attend. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il faut, comme je disais tout à l'heure, être extrêmement attentif à la presse économique, sur le site BPI Création, puisque c'est vraiment la référence de la création d'entreprises, mais aussi sur les sites de vos CCI, de vos CMA, le site de l'URSSAF, vraiment être très très ouvert et en éveil sur tout ça. Après, c'est une exonération, donc c'est toujours bien, quel que soit le taux. Voilà, ça évitera de payer 100% de vos cotisations sociales. C'est vrai. Mais moi, je retiens quelque chose que tu as dit, je trouvais intéressante et même très pertinent, c'est que dans le cas des prévisions financières, finalement, pourquoi ne pas faire ces prévisions sur 100%? Il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux, surtout que peut-être que le temps que le projet aboutisse, on n'est pas à l'abri qu'une exonération ne se fasse plus. C'est comme le CICE, le crédit d'impôt à l'embauche, il est revisité chaque année. Donc il vaut mieux peut-être ne pas le compter. Et si ça arrive, c'est toujours mieux. Hein, ça fera un peu de beurre dans les épinards. Mais si le modèle économique passe sans ces aides-là, il passera avec. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Il est 15h30, on va peut-être prendre une ou deux questions et puis ensuite on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne idée, le 100%, et dans tous les cas, c'est du plus. Merci. Frédéric. Inscrit dans le répertoire national. Le répertoire national de quoi, Frédéric? Les plus et les moins des coopératives d'activité et d'emploi. Ah, alors les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, c'est effectivement
comme un peu le partage, avec une politique où en fait tous les adhérents ont voix aux discussions et aux décisions. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la gouvernance partagée. Pareil, là on n'a pas parlé des modèles de gouvernance partagée, mais vous avez les SCOP, les SKIC, les CAE. Vous pouvez vous-même ouvrir une société à gouvernance partagée si c'est votre choix. Mais là, c'est vraiment rentrer dans un détail très, très spécifique de tout ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et la CAE, vous pouvez être, vous, adhérent et à ce moment-là, leur confier votre activité et bénéficier de tout leur réseau et de tout leur back-office, toute la gestion, etc. Est-ce qu'il y a des aides en CAE? Les aides, c'est compliqué. Oui. Quel que soit le statut. Oui. Ce qu'on appelle aide, la CAE, c'est une forme d'aide en soi, déjà, parce que ça va vous aider à avancer sur votre projet. Par contre, il faut savoir que vous n'avez pas de sirène, pas de sirette, donc d'identité d'activité, donc vous ne pouvez pas emprunter. Ou en tout cas pas emprunter pour l'activité, un emprunt professionnel. Vous ne pouvez pas louer, vous ne pouvez pas prendre de bail commercial puisque vous n'avez pas d'entité professionnelle. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients en fonction de chaque statut ou chaque modèle. Il faut réfléchir en fonction de chacun son projet en fait. Ok. Voilà. 15h32. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci beaucoup, vraiment, avec Amélie, plaisir. pour cette présentation, l'animation de cette webconférence. Et puis, vous aurez le support. Pour le reste, comme vous savez, on verra après, notamment sur la question de la vidéo, mais c'est tout à fait normal. Et moi, je vous donne rendez-vous à demain et à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir, Merci tout le monde. beaucoup. Au revoir. À bientôt.